Et le jour venu, il sacre lui-même le jeune roi. Élu et sacré roi, reconnu par les siens et par Dieu, Hugues Capet reste un seigneur faible face à la puissance des princes du royaume. Les possessions réelles du roi sont minimes. Le domaine royal, ici en bleu, est une infime partie du royaume. La majorité des fiefs est aux mains des grands seigneurs, les princes du royaume. Conscient de ses faiblesses, Hugues Capet fait sacrer roi son fils, Robert le Pieux. Le sacre du fils par le père contourne ainsi l'élection royale et protège la famille régnante en cas de succession. On passe d'une royauté élective à une royauté héréditaire. De plus, Hugues instaure le principe de la primogéniture. Lors de la succession du royaume, la priorité est accordée à l'aîné des enfants du roi. Enfin, Hugues Capet rend également obligatoire le serment de fidélité à la couronne. Hugues reprend donc le contrôle du royaume en utilisant les armes de la féodalité, l'hérédité des fiefs et l'hommage à la couronne. Il devient ainsi le suzerain suprême. Ainsi, d'année en année, les Capétiens se réapproprient le royaume. Philippe II, dit Philippe Auguste, descendant d'Hugues Capet, est le premier à se nommer roi de France. Avec lui, l'autorité royale se diffuse à travers tout le royaume. D'abord, Philippe contrôle les finances du royaume, en se réappropriant les taxes locales seigneuriales. Ainsi, il renforce le trésor de l'État. Ensuite, il centralise le pouvoir. Paris devient la capitale administrative. Puis il organise une justice itinérante, en nommant les premiers baillis qui sont de véritables fonctionnaires d'État, choisis parmi les magistrats et la petite noblesse. Ils représentent l'autorité royale dans tout le royaume et savent se faire respecter des seigneurs turbulents. Enfin, il organise une régence en cas de minorité royale. Ayant jeté les bases d'une administration solide, Philippe II utilise au maximum les ressources du droit féodal pour imposer son autorité et devenir le seul et unique chef de file de toute la seigneurie française. C'est l'affirmation de la monarchie féodale. Ainsi, par un subtil jeu de diplomatie, il réussit à retourner en sa faveur une grande partie de la noblesse et à les diriger contre un ennemi unique, l'Angleterre, qui possède une forte zone d'influence sur le territoire français. Grâce à ces manœuvres, Philippe II assure sa politique d'extension du domaine royal et fait la guerre aux Plantagenets, et notamment à Jean sans Terre, alors vassal du roi de France auquel il confisque la Normandie, le Poitou et l'Anjou. À la fin de son règne, Philippe II a triplé le domaine royal et renforcé la monarchie française. Quelque temps plus tard, Philippe le Bel est le dernier roi capétien qui participe à fonder les bases d'un État moderne. Avec lui, l'État intensifie le nombre de ses officiers royaux, dont le plus célèbre est Guillaume de Nogaret. Grâce à ces officiers, l'administration royale s'organise et se modernise. D'abord limitée à la cour du roi, cette administration s'étend et se divise en 3 chambres. Le Grand Conseil, où l'on examine les dossiers politiques. Le Parlement, chargé de la justice. Et la Chambre des comptes, chargée des affaires financières. Durant son règne marqué par des événements très forts tels que l'arrestation du pape Boniface VIII et le procès des Templiers, Philippe le Bel, par une diplomatie soutenue et des conquêtes militaires acharnées, continue avec succès la politique capétienne. L'extension du domaine royal.